Bonjour à tous, après avoir traité en 2 vidéos les réformes de l'armée de terre française, nous allons aujourd'hui parler de l'espace, ce qui va nous permettre de mieux comprendre pourquoi l'armée de l'air se nomme aujourd'hui l'armée de l'air et de l'espace. Le sujet est dense, même si l'on va synthétiser au mieux, la vidéo sera donc en 2 parties, une première qui parlera du contexte militaire spatial de la France et évoquera aussi les différentes évolutions notamment au niveau des satellites, puis dans une deuxième vidéo nous évoquerons le programme plus récent Ares et les nouveautés stratégiques françaises. Le colonel Christophe Michel concluait le lancement du premier exercice militaire spatial français Astérix par ces mots: vous êtes des combattants du spatial. Cet exercice, piloté par le commandement de l'espace, le CDE, de l'armée de l'air et de l'espace, était une première historique pour la France. Pendant plusieurs jours, des dizaines d'opérateurs de systèmes spatiaux venus des différents centres de commandement et bases de l'armée de l'air et de l'espace se sont retrouvés à Toulouse dans les locaux du CNES pour mener une simulation de crise majeure. Le scénario présente différentes puissances s'affrontant dans l'espace extra-atmosphérique. Astérix, c'était le nom donc de l'exercice en référence au nom du premier satellite français mis en orbite en 1965. Astérix démontrait que les problématiques de sécurité et de défense s'expriment dans 5 champs distincts de confrontation: la Terre, la mer, l'air, le cyberespace et maintenant l'espace extra-atmosphérique. Pour comprendre l'accélération soudaine de l'attention portée aux enjeux de défense dans l'espace, il nous faut tout d'abord contextualiser les grands bouleversements que connaissent les activités humaines en lien avec le cosmos. Quand on regarde la création en 2019 de l'US Space Force, le président américain Donald Trump déclara que l'espace est le nouveau front de guerre du monde. Les États-Unis, par exemple, disposent d'une armée de l'espace autonome. La Russie, la Chine, la France et l'Iran disposent eux d'un commandement de l'espace. D'autres devraient bientôt suivre leur exemple. Plusieurs événements clés ont fait de l'espace un nouveau terrain d'affrontement entre les puissances. Tout d'abord, l'exploration spatiale qui connaît une véritable révolution depuis quelques années. Des ruptures technologiques telles que l'apparition des constellations de nanosatellites, des lanceurs réutilisables, l'arrivée d'acteurs privés du New Space comme SpaceX, Blue Origin ou encore Virgin Galactic, les perspectives de colonisation et d'exploitation de ressources d'autres planètes dans un avenir extrêmement proche ont contribué à faire de l'espace un enjeu économique. Mais l'espace est aussi un enjeu sécuritaire, avec le retour des rivalités entre puissances et leurs désormais possibles affrontements militaires directs. Les fonctions offertes par les satellites seront indispensables en cas de tel conflit, que ce soit pour la télécommunication, le guidage, le positionnement et le renseignement. Si une puissance parvenait à obtenir la supériorité dans l'espace extra-atmosphérique, nul doute qu'elle en retirerait un avantage sur la conduite des opérations militaires à la surface de la planète, avantage difficilement compensable par les autres puissances. De nouveaux comportements des puissances ont commencé à être observés. En 2017 par exemple, un satellite espion russe est venu se placer au plus près d'un satellite de télécommunication militaire français. Le ministère des Armées a rendu cette information publique en évoquant une tentative d'espionnage. Un autre exemple, en 2019, l'Inde a testé avec succès un missile anti-satellite, tandis que la Russie a été encore accusée par les États-Unis d'avoir développé une arme anti-satellite prépositionnée dans l'espace. Nous assistons à une militarisation de l'espace et l'émergence d'un véritable nouveau champ de conflictualité. Nous allons donc étudier les nouvelles ambitions de la France dans l'espace extra-atmosphérique. Commençons donc par parler du renforcement des capacités actuelles de veille stratégique et d'appui aux opérations militaires. Durant la période 2018-2023, la France connaît un renouvellement de l'ensemble de ses dispositifs militaires placés en orbite. D'une importance fondamentale pour la conduite de nos opérations militaires, les différents programmes de satellites restent cependant extrêmement peu connus du grand public. Tout d'abord, nous avons les télécommunications militaires. Il s'agit ici de l'utilisation d'un satellite comme moyen de communication sur de très longues distances, tout en sécurisant au maximum ces communications. Les armées françaises ont souhaité à partir de la fin des années 70 disposer de moyens de communication satellitaires entre la métropole française et les théâtres d'opérations extérieures. Le but est alors de fournir aux unités déployées sur le terrain un réseau de communication stable et sécurisé. Nous avons donc plusieurs modèles de satellites, Syracuse 1, 2, 3 et 4. En 1984, la France lançait le satellite Télécom 1A. Il s'agissait d'un satellite de télécommunication civile appartenant à l'opérateur France Télécom.
L'opérateur louait une partie du sceptre des ondes de communication du satellite aux armées, qui appellent ce programme alors Syracuse. 3 satellites seront lancés durant les années 80, le Télécom 1A, 1B et 1C. Il s'agit de la première capacité de télécommunication militaire spatiale française et de la première utilisation dans un but militaire de l'espace par la France. Nous avons ensuite Syracuse 2, reprenant le principe de son prédécesseur qu'il remplace. Syracuse 2 présentait des améliorations sur 2 aspects. Le programme était constitué de 4 satellites au lieu de 3, et les satellites n'étaient plus la propriété exclusive de France Télécom. La Direction Générale de l'Armement, la DGA, en était également propriétaire et obtenait le droit de co-décider des déplacements des satellites. Les 4 satellites ont été placés en orbite géostationnaire durant les années 90. Avançons donc et parlons maintenant de Syracuse 3. Syracuse 3 a constitué une grande évolution du programme. Les satellites sont alors la propriété exclusive de l'armée, et un soin tout particulier a été apporté aux capacités de cryptage des communications. Les 2 premiers satellites Syracuse 3A et 3B ont été mis en orbite géostationnaire en 2005 et 2006. Ils ont été complétés en 2015 par un 3e satellite, appelé Sycral 2. Ce dernier satellite est réalisé et opéré en coopération avec l'Italie, chaque pays disposant d'une partie de la puissance de transmission de ce satellite. Le programme Syracuse 3 inclut également des plateformes au sol pour la réception et l'émission des messages, de terminaux mobiles terrestres et navals déployables suivant les besoins, et des modems pour la protection contre le brouillage. En marge des 3 satellites du programme Syracuse 3, la France dispose aussi d'un partenariat avec l'Italie autour d'un 4e satellite de télécommunication militaire, le satellite Athena Fidus. Il est devenu célèbre en 2018 quand la ministre des Armées française a rendu public que ce satellite avait été victime d'une tentative d'espionnage de la part d'un autre satellite russe qui s'était rapproché jusqu'à pouvoir intercepter les liaisons de communication entre le satellite et les stations au sol. Et pour finir dans la branche des Syracuse, nous avons aussi Syracuse 4 qui est en fait la nouvelle génération du programme Syracuse. Le premier volet du programme inclut 2 satellites avec des lancements prévus en fin d'année 2021 ou début 2022 pour le premier et 2023 pour le second. La maîtrise d'ouvrage au programme est assurée par la DGA avec un support du CNES. La construction des satellites est réalisée par Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space. Il s'agit ici de remplacer les vieux Syracuse 3A et 3B dont on a parlé précédemment, d'améliorer les débits de communication, une capacité de communication donc avec des vecteurs en mouvement comme par exemple des drones, de disposer de satellites durcis et disposant de suites d'autodéfense, ceci bien sûr en réaction avec les armes anti-satellites, mais aussi l'espionnage entre satellites qui ne sont plus une fiction. Un 3e satellite sera aussi lancé à la fin de la décennie et sera le second volet du programme Syracuse 4. Maintenant qu'on a vu le domaine des communications, on va maintenant s'intéresser à un 2e domaine de la défense et de l'espace français, l'observation optique de la Terre. Dans le contexte de la guerre du Golfe en 1991, savez-vous que 98% du renseignement photo était alors fourni par les Américains ? La France, qui réalisait l'opération Daguet, a pris conscience de son retard dans le domaine et de l'intérêt stratégique des satellites d'observation à vocation militaire. L'observation optique par un satellite permet par exemple de suivre l'évolution de la construction d'installations militaires, par exemple sur des îles en mer de Chine, ou de fournir du renseignement à des troupes au sol concernant les mouvements de groupes djihadistes dans les sables du Mali. Pour remplir ces missions, la DGA a lancé plusieurs programmes de satellites, Helios 1, Helios 2, et le programme CSO ainsi que les Pléiades. Tout d'abord parlons d'Helios 1. Il faut savoir que la France avait déjà essayé à la suite de la guerre entre le Tchad et la Libye en 1978 de se doter de satellites de reconnaissance, mais le coût élevé et les résultats techniques étaient décevants, ce qui avait donc freiné le projet, qui était alors nommé à l'époque SAMRO. Le CNES réutilisa certaines briques technologiques de ce programme pour réaliser le programme SPOT, acronyme de satellite pour l'observation de la Terre, dont le premier satellite fut mis en orbite en 1986. Il ne s'agissait pour l'heure que de satellites civils, qui n'étaient pas sous le contrôle de l'armée. La guerre du Golfe a révélé l'importance des technologies de pointe dans les conflits, et la France a alors lancé le programme Helios. Bénéficiant du savoir-faire acquis par le CNES en matière d'observation optique, le premier satellite Helios 1A fut mis en orbite par une fusée Ariane 4 en 1995, suivi en 1999 du satellite Helios 1B. Le SPOT, de seconde génération, sera quant à lui mis en orbite en 98 et est bien sûr destiné à un usage avant tout civil.
La France a ensuite poursuivi le développement des satellites de génération Helios avec Helios 2. Dotés de nouvelles capacités optiques, les satellites Helios 2A et 2B ont été mis en orbite respectivement en 2004 et 2009 et ont constitué jusqu'en 2019 la principale source de renseignements optiques pour nos armées. Continuons dans le domaine de l'optique militaire avec le programme CSO et les Pléiades. Le programme CSO, pour composante spatiale optique, est le tout dernier en date. Il est composé de 3 satellites, les 2 premiers ont été mis en orbite en 2018 et en 2020, le troisième devrait l'être d'ici la fin de l'année 2021. Ces satellites offrent des performances largement supérieures à celles des satellites Helios 2, bien sûr, et en complément des satellites Helios et CSO, la France dispose de 2 autres constellations de satellites d'observation optique à double usage, civil et militaire. Ce sont les satellites Pléiades 1A et 1B qui ont été lancés en 2011 et en 2012. Ils constituent la première génération des satellites de Pléiades. Ils sont plus petits et plus manœuvrables que les satellites Helios et ils apportent donc une souplesse d'emploi pour les militaires. Ces 2 satellites sont aujourd'hui remplacés par 4 nouveaux satellites dits Pléiades Neo. Les 2 premiers ont tout juste été mis en orbite en avril et août 2021, les 2 suivants devant arriver en 2022. Alors cette vidéo ressemble comme ça un petit peu à une liste de courses, mais ce qu'il faut comprendre c'est que très rapidement, à compter des années 90, la France a comblé son retard en matière de satellites militaires. Et récemment, nous l'avons vu avec les Syracuse 4 et Helios 2 ainsi que le CSO Pléiades, le pays a su moderniser ses satellites militaires en l'espace de 4 ans. Et d'ailleurs, le successeur du programme CSO est déjà connu, il s'appellera Iris et devrait être déployé à l'horizon 2030. Nous avons vu les communications, nous avons vu l'optique et maintenant nous allons voir l'écoute avec le programme CERES pour capacité d'écoute et de renseignement électromagnétique spatial. Le programme CERES est le fruit de plusieurs décennies de recherche de la part du CNRS et de la DGA. Il fait suite à des lancements de prototypes et de démonstrateurs technologiques au cours des années 2000 et 2010. Le programme CERES sera composé de 3 mini-satellites espions dont le but sera de faire du renseignement basé sur l'observation et la cartographie des émissions électromagnétiques. En d'autres termes, il permettra de repérer, de quantifier et de cartographier les émissions radio, radar et de guerre électronique d'éventuelles armées adverses. Les satellites devraient être mis en orbite à l'automne 2021. Il est à noter qu'avec CERES, la France va entrer dans le club très restreint des pays qui possèdent une telle technologie. Seuls les États-Unis, la Russie et la Chine disposent de satellites similaires au niveau de l'écoute et du renseignement électromagnétique spatial. Ce programme se verra remplacé à l'horizon 2030 bien sûr par le programme Céleste. Maintenant que nous avons vu en détail l'historique du militaire spatial français et les 3 branches communication, optique et écoute, je vous invite à nous retrouver dans une prochaine vidéo pour parler des enjeux stratégiques et du nouveau programme Ares. D'ici là, n'hésitez pas à nous rejoindre pour soutenir la chaîne, c'est juste en bas de la vidéo ou disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez aussi avoir du contenu supplémentaire. Un grand merci à tous pour avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.